bonsoir à tous, désolé pour le retard. Je vais rebondir sur le mot favoriser l'échange. Je suis content de pouvoir venir échanger aujourd'hui sur ma découverte de l'auto-machine learning qu'on avait appelé machine learning pour les fainéants, c'est ça, pour les paresseux. Pour les paresseux. Et donc, je vais vous présenter tout le monde sait ce que c'est que l'auto-ML. Oui, l'auto-machine learning, concrètement, le tuning automatique des hyperparamètres. Concrètement, le gros travail du data scientist, c'est de préparer les données, et une autre grosse partie du travail, c'est de modéliser. Et modéliser, c'est choisir les bons hyperparamètres une fois qu'on a préparé les variables. Et concrètement, avec l'auto-machine learning, moi, concrètement, tous les jours, je gagne 80% du temps de modélisation. Pas de préparation des données, ça, on ne peut pas. Il faut encore de l'intelligence humaine, mais je vais vous en parler. On peut rapidement optimiser toute la phase fastidieuse qui consiste à tuner tous les hyperparamètres pour apprendre vite et vite. Alors, je vais en profiter pour me présenter, cette chronologie de la découverte de l'auto-machine learning, c'est un peu mon histoire. Donc, Alex Boulanger, je suis Chief Data Scientist. Pour moi, ça commence en 2010. En 2010, j'étais proche du niveau 0. Je n'ai pas fait d'école d'ingénieur, je n'ai pas de PhD en data science. Mais par contre, j'ai démarré dans la data science avec je travaillais dans une société qui distribuait des produits Cognos, qui a été racheté par IBM. Et un an plus tard, IBM a racheté SPSS. Et ça a été pour moi l'occasion de tomber dans les statistiques et très rapidement dans le machine learning. Parce qu'SPSS avait racheté quelques temps auparavant un logiciel qui s'appelait Clémentine et qui permettait de faire du visual programming et de faire tout le process de machine learning de manière assez graphique et assez facile. Donc j'ai passé toutes les certifications IBM de statistique, j'ai repris mes cours de statistique et en 2011 j'ai découvert Kaggle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Kaggle, c'est une plateforme de data science. Donc j'ai commencé mes premières compétitions en 2011. Donc, rapidement, mon pseudo c'est Roule, j'ai 3 millièmes en gros sur le classement global. J'ai dû faire 31 compétitions. J'avais prévu d'en faire 2 cet été, mais finalement j'ai écrit le package à la place. Et j'ai 3 médailles. Alors c'est pas de l'or, c'est pas de l'argent non plus, c'est du bronze. Je suis pas comme Oran l'année dernière, à cette époque, il venait me présenter comment il avait gagné sa première compétition de datation. Je peux le relancer. Donc moi, dès que j'ai découvert Kaggle, je me suis rendu compte qu'avec les outils propriétaires, on était assez vite limité. Tous ceux qui gagnaient des compétitions, c'était des gars qui faisaient du R ou du Python. Moi, j'ai choisi R. On va revenir sur ce choix, mais je ne le regrette pas du tout. Comment j'ai appris R en autodidacte, c'est pas vraiment vrai. C'est avec Rattle. Si vous connaissez Rattle, c'est l'interface graphique de R qui permet à l'instar de ce que fait Clémentine pour SPSS, d'avoir le processus de machine learning de manière graphique. Je charge mes données, j'analyse mes variables, je choisis mes modèles. Et le gros avantage de Rattle, c'est que derrière, il vous fournit le code qu'il a généré en R. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Ensuite, l'autre gros déclic, parce que j'avais des bases avec ça, mais ce qui m'a beaucoup aidé, et qui en a aidé beaucoup, je suppose, parmi nous, c'est le cours de machine learning d'Andrew Ng sur Coursera. Et là, comment je m'y suis mis, c'est qu'il y a un gars qui avait gagné une compétition Kaggle et qui disait j'ai juste écrit mon réseau de neurones. Je me suis dit, ok, je ne joue pas dans la même cour. Et par contre, ce qu'il a dit, c'est j'ai appris ça sur Coursera. Donc j'ai suivi ce cours-là et effectivement, j'ai appris à créer un réseau de neurones à cette époque, mais on va dire la génération 1. Ce qui est assez énorme dans ce cours, c'est qu'on prend des gars de mon âge avec les maths qui sont très très loin, et en 15 jours, il vous a réappris à faire du calcul matriciel, et au bout de 15 jours, il vous dit considérez-vous comme un expert de la régression logistique, et vous pourriez gagner autant d'argent des gens qui se font des tonnes d'argent dans la Silicon Valley. Bref, il nous met assez vite à l'aise et il nous apprend beaucoup de choses. Moi, je conseille vraiment ce cours. Pour moi, ça a été le début de... Comment dire, je me suis structuré dans ma façon d'aborder les problèmes de data science. C'est pour ça que j'ai fait un petit tiret noir. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire tous mes scripts en me disant je vais les rendre paramétrables. Ce qui a donné, donc je me suis associé en mi-2015 et ces morceaux de scripts paramétrables que j'avais créés, on a créé une société et on lui a donné un nom à cet ensemble de scripts. 5%, donc la p-value, 5%. Parce que mon associé me disait il faut un chiffre dans le nom du nom de domaine, c'est bon comme ça. 5%. Voilà. Elle est vite sur les transitions. Donc
En 2017, il y a eu AndroNG a sorti un autre module pour aller cette fois dans le deep learning, un cours en 5 spécialisations. Là où l'autre était en 5 semaines et c'était juste une spécialisation. Là, il y en a 5. Donc, on verra plus tard que ce que j'ai implémenté dans le package, c'est concrètement tout ce qu'il y a dans les 3 premiers modules. Pas les 2 derniers, les réseaux convolutionnels et les réseaux récurrents, je ne les ai pas encore implémentés. Parce que moi, j'ai besoin principalement des réseaux perceptron classiques, mais multibouche, tout ce qui va bien. Donc, tout ce qui est abordé, s'il y en a parmi vous qui ont suivi cette spécialisation, j'ai tout implémenté. Je suis même allé un petit peu plus loin parce qu'il parle de la batch normalization, mais il ne donne pas d'exemple et on ne fait pas d'exercice dessus. Donc j'ai passé un mois là-dessus, j'ai quelqu'un qui m'a donné un graphique sur Internet pour bien décomposer les graphes et les différentes dérivées, et c'est dedans. Voilà. C'est pour là, il est payant, non? Celui-là n'est pas payant, c'est seulement le certificat payant, mais l'autre il est payant, celui avec le réseau convolution. C'est vrai, j'avais oublié le prix, parce que 50 € par mois, c'est de l'or. Oui, pour moi, c'est rien. Bah, je suis pas riche, hein, mais 50 € pour le contenu du cours et la pédagogie d'AndroNG, je trouve ça imbattable. Pas la certif, c'est le cours. Le cours, oui. Alors moi, j'ai peut-être passé un peu de temps, j'ai commencé en septembre, fin décembre, j'avais fini les 3 premières, mais tout de suite, je retraduisais tout en R. Donc, tous les exercices qu'on avait fait, je les remettais en R. C'est toujours en Octave? Non, non. Oui, effectivement, le premier, c'était Octave, et là, c'était tout du Python. Alors, moi, j'ai souffert un peu, mais je traduis en R. Et l'autre élément fondateur, voilà. Alors je vous donne juste une URL, c'est concrètement, donc d'abord au sein de Big Data de cette année, là, 2018, j'ai rencontré Henri Lot, qui a écrit plusieurs livres sur R, et donc on a sympathisé, on a discuté sur notre stand, et il m'a dit, vous devriez creuser PSO. Donc voilà, un peu énigmatique, j'ai juste noté sur un bout de papier, PSO, Particle Swarm Optimization, et puis voilà. Et peu de temps après, il m'a dit, mais on a rééchangé, il m'a dit on devrait écrire un package ensemble. Bon, après, il n'a pas eu le temps, du coup, j'ai écrit tout ça. Voilà. Mais je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, il m'a dit, on pourrait rajouter le transfer learning, rajouter des tas de choses, donc ça viendra. Et il m'aidera peut-être à le faire, ou il me donnera des idées. Voilà. Et donc, moi, comment j'ai implémenté ça? Un autre pédagogue exceptionnel, j'ai pas son nom, mais son site, c'est yartis.com, et il explique comment implémenter le PSO je sais peut-être bien en MATLAB. Peut-être en Python, je ne sais plus, je l'ai tout de suite traduit en R, donc voilà, c'était fait. Et je crois qu'il y a une dernière transition. Voilà, donc la naissance de l'auto-machine learning pour moi. Donc intellectuellement, j'ai vraiment eu ce déclic, mais d'autres, on dit que quand on a une idée, 6 l'ont en même temps. Donc l'auto-machine learning, faire tuner mes hyperparamètres moi-même, d'autres l'ont eu exactement en même temps que moi. Voilà. Petite page de pub Social Intelligence, qui sera courte. Donc concrètement, l'ensemble de scripts que je crée depuis mi-2012, c'est au mode Kaggle, hein, je rentre 2 fichiers, tout ce que j'ai appris sur toutes les compétitions que j'ai faites sur la préparation des variables, donc le hashing triple, la label encoding, le text mining, et j'en passe, la segmentation automatique, j'ai tout rendu automatique. Ensuite, j'ai une partie de mes scripts qui va s'occuper de sélectionner les bonnes variables. À partir de cette étape, je vais avoir toutes mes données, qui est du texte, qui est des dates, qui est quoi que ce soit. Ce sera un fichier numérique pour que tous les modèles soient à égalité ensuite. Et derrière, j'ai une partie de modélisation où je vais avoir une vingtaine de modèles différents, où ça va du forêt aléatoire au GBoost et puis au deep learning, forcément. Et j'ai une étape ensuite d'ensembling ou de staking, je remets une couche de learning sur des sorties de modèles existants. Et tout ça, le but du jeu, c'est que ce soit entièrement paramétrable. Ça couvre la régression, la multiclasse, la recommandation, l'auto-encoding, enfin tout. À chaque fois, je m'arrangeais pour faire tenir de. Et tout ça, c'est prêt, ça veut dire que c'est prêt pour la production. L'idée pour moi, c'est comme quand je fais une compétition de data mining, je me limite à 3 soumissions et j'y passe quelques heures. Voilà, c'est juste pour tester que je ne suis pas en train de prendre du retard. C'est comme ça que je me suis mis au XGBoost, parce que je réalisais que les forêts aléatoires, non, ceux qui faisaient du XGBoost nous battaient. Et puis voilà, c'est comme ça que doucement, grâce à Kaggle, j'ai enrichi ce modèle. Voilà. D'accord.
Donc quand on l'a créé, on a proposé notre service en mode SaaS, donc Software as a Service. L'idée c'était de faire du scoring, de la segmentation pour nos clients et qu'ils le consomment via le web, donc via une API ou en mode batch. Je pose mon fichier client et je récupère une heure après le scoring, ou alors je le score directement. Et en 2018, on a rencontré, c'est signé, donc c'est ADO, c'est le groupe qui est derrière Bricoman, oui, Leroy Merlin. Enfin, ils nous ont dit, bah, nous, ça ne nous intéresse pas, on a une équipe de data scientists, mais votre outil, c'est quoi? On voudrait voir. Donc, on est allé leur faire une démonstration. Et les data scientists ont bien accroché, parce qu'ils m'avaient préparé des fichiers que moi, je ne connaissais pas. Et finalement, j'arrive assez rapidement à avoir la même performance qu'eux, voire un petit peu plus, en 2 heures de démo. Et on avait traité 2 sujets. Donc, on s'est dit, bah, et ils nous l'ont demandé, donc maintenant, on est on-premise. Quelques mois, je ne savais pas ce que ça voulait dire on-premise, c'est-à-dire en local. Hein. Donc on n'est plus en mode software as a service, mais on l'installe chez le client. Ça veut dire aussi, c'est du R, donc nos clients aux sources. Ce que je développe depuis quelques années, c'est chez les clients. Transparence. Alors, donc rapidement, ce package que je vais vous présenter, c'est un mix des réseaux de neurones, du deep learning, donc tout ce que AndroEngine nous apprend dans les 3 premiers modules, avec toutes les dernières astuces. Et regarde dans la slide d'après, le PSO et comment je vais mixer les deux, de 2 manières. Donc le réseau de neurones, alors très rapidement, hein, c'est toujours une couche d'entrée et puis des couches intermédiaires de sortie si on appuie sur le bouton, on va avoir des matrices. L'enjeu du réseau de neurones, c'est que c'est tout bêtement dans l'ensemble des produits matriciels avec une fonction d'activation intermédiaire. Et donc le réseau de neurones en lui-même est facile, mais moi je vois 2 inconvénients, parce que je ne suis pas un mathématicien, hein, je me suis mis un peu sur le tas. C'est que quand on rétropropage l'erreur pour pouvoir réajuster les points en conséquence, il faut connaître les dérivés. Donc dès qu'on rajoute une fonction, il faut connaître sa dérivée pour pouvoir l'intégrer dans le processus correctement. C'est des qui sont faciles à trouver, mais d'autres un peu plus difficiles. Puis je suis un grand fan de ça. Et le deuxième inconvénient du deep learning et des réseaux de neurones en général, c'est de tuner tous ces hyperparamètres. Donc il y a des paramètres de base, c'est le nombre de couches et le nombre de nœuds dans les couches, ça ok. Mais après, pour que le réseau converge rapidement vers la bonne solution, c'est d'ajuster les poids et de faire de plus en plus vite. Et moi, quand je ne savais pas faire des réseaux de neurones, il me fallait beaucoup de RAM, il me fallait beaucoup de temps. Alors que rien qu'avec le mini-batch, c'est traiter votre fichier en entrée, même s'il fait un million d'enregistrements, mais le traiter par petits morceaux et faire des boucles, ça divise le temps. On dit en OMJ, les jours deviennent des heures, les heures deviennent des minutes. C'est juste énorme. Donc, toutes ces petites astuces sont dedans, toutes les différentes optimisations, le learning rate. Le souci de tout ça, c'est que vous dites, bon, allez, je vais essayer un learning rate de temps, je vais essayer la DAM optimization, et puis la taille de mon mini-batch, ce sera ça. Et puis, vous pouvez passer à côté de la bonne solution. Donc, il faut essayer, tuner. Tiens, ça répond mieux quand je mettais le learning rate. Bref, pour moi, deux inconvénients du deep learning et des réseaux de neurones en général. Alors voilà, ça, je trouve ça génial, parce qu'en plus, ça s'explique super simplement. Oui, j'ai fait le smile un peu ridicule, c'est que moi, je fais waouh quand je vois ça. Et derrière, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est je jette des particules, elles font un pas, et elles vont dire à chaque pas, moi, j'ai trouvé telle erreur. Et donc toutes les autres, celle qui aura le coût le plus faible, qui aura trouvé la meilleure solution, elle va dire c'est moi qui ai la meilleure solution et elles vont toutes converger vers celle qui a la meilleure solution. Sauf qu'entre-temps, il y en a une qui peut trouver un autre optimum et dire non, c'est moi. Donc elles vont toutes converger vers la nouvelle. C'est le principe des fourmis, hein. Elles partent à l'aventure et puis il y en a une qui va marquer le territoire, ou plutôt les abeilles, je préfère les abeilles. J'en parlerai tout à l'heure. Pardon ? Voilà, donc c'est typique pour optimiser plusieurs optimums locaux. Voilà. Donc ça, moi j'ai regardé sur R, il y a un package qui s'appelle PSO, mais il faut lui donner une fonction. Moi, ça ne ressemble pas à ce dont j'avais besoin. Moi, c'est je mets un fichier en entrée, je lui dis une cible, et je veux qu'il m'optimise. Donc ça me met un peu. Alors, donc le premier mix que j'ai fait entre les réseaux de neurones et le Particle Source Optimization, le PSO, on va l'appeler par son nom maintenant. Voilà, donc la première chose, donc voilà, ce que AndroEngine nous apprend d'ailleurs, hein, il ne parle pas de PSO, mais il nous parle de ça, il me dit,
pour tester différents jeux d'hyperparamètres, de learning weight, bah, choisissez-en au hasard, et puis analysez, et puis vous tunez. Moi, je me suis dit, on va rajouter le PSO, et le PSO, lui, va se charger de dire ce jeu d'hyperparamètres correspond à une particule. Concrètement, vous avez vu tout à l'heure sur le schéma, je jette des particules aléatoirement et elles vont dire ce qu'elles ont trouvé, en gros. Là, ce sera une particule est égale à un jeu d'hyperparamètres, je fais tourner mon réseau de neurones avec ça, et il dit je produis telle erreur, j'ai un modèle qui a telle performance. L'autre particule avec un autre jeu de paramètres, elle va dire moi j'ai produit telle coupe, enfin, j'ai telle solution. Et je passe un coup d'horloge et on va dire bah, c'est la particule 30 qui a le meilleur. Donc toutes vont converger, c'est pas vrai, elles ne convergent pas toutes. Elles font un pas aléatoire, un pas vers le dernier meilleur optimum qu'elles avaient trouvé elles, et un pas vers la meilleure solution. C'est ça en gros l'algorithme. Mais qui est simplissime. Pas besoin de commencer par signe c'est un ensemble de R. Non, c'est ça. Ça j'aime. Donc le mix 2, alors là c'est. Alors on ne le voit pas, là j'ai marqué expérimental. Mais ça marche plutôt bien sur des petits jeux de données, j'ai encore pas pu jouer beaucoup avec. Mais là je vais le partager avec vous. S'il y en a parmi vous derrière qui veulent essayer, n'hésitez pas et n'hésitez pas à me faire des retours. Donc moi c'est ce deuxième point noir que je mettais en avant, c'est la backpropagation. Par exemple, je veux en sortie de mon réseau appliquer la fonction softmax. Il faut que je trouve la dérivée de la fonction softmax. Bon, tout le code est assez modulaire, mais systématiquement, si j'utilise la tangente hyperbolique ici ou comme fonction d'activation, il faut que j'ai sa dérivée. Donc j'ai la tangente hyperbolique, j'ai la sigmoïde, j'ai la relue qui relue, enfin tout ce qu'on a appris. Mais j'ai pas toutes les fonctions en sortie, j'ai que la cross entropie et la root square error quand je fais de la régression, de la classification. Bref, donc l'idée là, c'est alors ça je sais pas si vous le je vais faire ça, c'est que chaque particule maintenant, c'est plus un jeu d'hyperparamètres, c'est l'ensemble des poids de mes matrices. Donc, concrètement, une particule, c'est un réseau de neurones. Parce que finalement, un réseau de neurones se limite à ces matrices de poids. Et j'ai peut-être 3 valeurs à côté. Mais en gros, c'est ça. Donc l'idée, c'est de dire, je lance 30 particules, ça veut dire que je vais initialiser aléatoirement, en fonction de la fonction d'activation quand même, mes matrices de poids, mais de manière aléatoire. Ce sont comme on le fait en temps normal. Les réseaux de neurones sont toujours initialisés aléatoirement. Et à chaque coup d'horloge, ils vont produire, on le voit bien, hein, quand on fait première époque et on voit un coup qui est peut-être important, mais il y en a peut-être un qui va tomber sur un coup moins important. Donc vu que toutes mes matrices sont similaires, toujours le même principe. Je vais entraîner par exemple pour 10 particules, 10 réseaux de neurones, donc 10 ensembles de matrices, là, et puis celui qui produira le meilleur résultat va faire converger les autres vers lui. Le changement des poids des matrices en fonction de ta custom cost function, c'est plus la backpropagation, mais c'est quoi du coup? Eh bien justement, je fais plus du forward. Voilà, oui, merci de faire la transition pour moi parce que j'en ai un peu raté là. C'est exactement ça, c'est que je fais plus de backpropagation. J'ai la relue ici, la tangente hyperbolique, derrière je peux faire ma softmax tranquillement, et du coup j'ai des poids qui ont été. Je prends une particule, j'ai des poids, je fais mes produits. Je mets mon fichier en entrée, je compare l'erreur par rapport à ce sur quoi je dois apprendre, et cette particule dit, moi j'ai telle erreur. La suivante, j'initialise aléatoirement, je joue le forward, je calcule mon erreur, pas de backpropagation. Et du coup, tous les réseaux sont entraînés, lequel a le meilleur, et je vais ajuster tous les poids pour qu'ils convergent vers celui qui a trouvé la meilleure solution. C'est du vrai random, comme on a vu sur le dessin. Hein. Ouais. Mais vous allez voir, hein, ça marche sur alors le dataset Iris, c'est juste exceptionnel, ça marche super bien. Sinon, j'ai joué un peu avec le Titanos aussi. Mais super, c'est qu'à aucun moment il y a un changement des poids dans les matrices de chaque. Parce qu'une particule, elle a sur mon graphique d'avant, elle avait 2 coordonnées, x et y. Là, c'est un vecteur de tous les poids. Donc elle a une valeur finalement pour chaque vecteur. Et je vais ajuster tous ces poids. Quelque part, celle qui a trouvé la meilleure solution, les autres vont s'aligner dessus. Okay. Voilà. Mais il n'y a plus de backpropagation. Du coup, je peux avoir les fonctions que je veux. Ouais. Je peux écrire, moi je veux 2 fois les faux positifs, moins. Enfin, je fais ce que je veux. Tu n'as pas de fonction forcément dérivable. Tu n'es pas obligé d'avoir une fonction. Pour moi, c'est une dérivance. Je n'ai pas besoin de faire de dérivée. Ouais, c'est ça. Je peux inventer la fonction que je veux.
Alors du coup, je vais vous présenter rapidement hein, la librairie AutoML. Donc il y a 3 fonctions. Concrètement, celle qui permet... Ah bah si on appuie sur Entrée, on va retrouver. Donc ce que j'ai appelé, alors pour les noms, je ne t'ai pas forcément inspiré, AutoML, Train, alors manuel sous-entendu, c'est le deep learning. Cette fonction-là permet d'implémenter le deep learning qu'on apprend avec AndroNG, donc la totalité, hein, la partie normalisation. On met autant de couches qu'on veut, autant de neurones qu'on veut, les fonctions d'activation qu'on veut, le learning rate qu'on veut, mais il n'a pas de, entre guillemets, d'intelligence. On lui fournit des paramètres, un fichier en entrée, et il va converger vers la meilleure solution. On va lui dire combien tu fais d'itérations, enfin combien d'époques, quelle est la taille du mini-batch, et il va faire. Par contre, j'ai une option que je peux lui passer, c'est t'arrêtes le gradient descent, et tu passes ce que j'appelle donc mon X2, c'est tous les poids vont être ajustés par le PSO. Ça, c'est ma première fonction. Et puis le auto-train, bah, c'est le vrai auto-machine learning. C'est celui qui va, où je vais lui dire, bah, tu vas me créer, tu vas me tester 50 réseaux de neurones différents, enfin 50 jeux d'hyperparamètres, tel learning rate, tel mini-batch, et tu vas entraîner tes modèles. Et derrière, je vais lui faire ajuster, suivant le nombre d'itérations, bah, le meilleur set d'hyperparamètres. Et puis là, bah, le classique, la fonction prédite. Les deux produisent un modèle, le meilleur modèle retenu, et la fonction prédite les utilise. Donc ce que ça donne, ce que je vous montrerai, c'est... Donc là, je prends le dataset Iris, hein, c'est un problème de régression classique, c'est prédire la taille de... c'est pas le length, c'est la longueur du pétale, en fonction des autres paramètres. Donc c'est un fichier qui est tout petit, il y a 150 enregistrements, et 4 colonnes, et il y a l'espèce, donc 5 colonnes avec l'espèce. Donc là, je lui dis, ça ne ressemble pas très bien, donc j'ai besoin de ma matrice de jeu d'enregistrement, enfin de cas, avec des caractéristiques. Donc là, je le passe. J'ai la matrice avec la réponse, donc c'est la colonne 1, la longueur du pétale. Et puis j'ai juste à dire, j'appelle ma fonction, je dis la matrice X, c'est celle-là, hein. La matrice Y, c'est la deuxième. Et puis je lui dis, dans les hyperparamètres, je lui dis, tu vas m'exécuter ça avec le, donc l'appeler train with PSO ou train with gradient. Donc là, en gros, il peut le faire avec du gradient. Je lui ai mis un verbose ou pas pour vous sortir. J'aime bien voir les matrices de poids après, enfin, juste le début et la fin. Et puis derrière, je prédis, hein, tout simplement. Donc là, le résultat, je combine la vraie réponse avec ce qu'il a prédit. Pour le faire prédire, c'est le modèle, tu vas me chercher le modèle qui a été généré là. Et puis en entrée, je te donne la matrice pour laquelle tu dois faire une prédiction. Donc, je vous montrerai. Et la classification, pour le coup, c'est la multiclassification, là, c'est prédire les espèces en fonction des autres paramètres. Donc là, j'ai les 4 colonnes avec les dimensions, et j'ai l'espèce comme cible, donc les cétozoa, il y a 3 espèces. Donc voilà, pareil, je prépare ma matrice, donc je lui dis c'est 150K avec 4 caractéristiques. Et puis bon, je transforme un peu la cible parce qu'il me faut une matrice numérique. Si j'ai 3 variables, 3 catégories dans ma cible, j'aurai 3 colonnes. Et en sortie, il va me dire la première, oui, c'est celle-là, c'est l'autre. Bon, on le verra, je vous montrerai. Et puis la même chose, hein, je vais dire voilà, matrice en entrée. Là, en plus, c'est exactement la même chose, je l'ai fait avec le PSO. Et puis derrière, je combine le résultat. Donc là, je vais passer sur... Et après, je vous ferai mon retour d'expérience, si ça vous intéresse, de comment on publie un package R. Ça, c'est pas... C'est amusant. Ah, j'arrive pas avec... Il arrive? Non? Si, il arrive. Donc, je vais appeler ma librairie AutoML. Voilà, elle est chargée. Là, je ne vois pas l'index. Bon. C'est pas pratique dans un XML. Voilà, c'est la fonction prédite. Voilà. Donc là, j'explique ce qu'on peut faire et j'ai mes exemples qui sont tout prêts. Donc là, je vais charger le dataset. Voilà, donc j'ai bien ma matrice voilà, avec mes 150K et puis les 4 caractéristiques et puis un vecteur avec la réponse. Hein. Là, en l'occurrence, la réponse est de prédire la longueur du pétale. Donc, comment je lance le modèle? Tout simplement.
bah, j'ai préparé une matrice, je la mets en entrée, en sortie, puis là je vais le mettre en mode verbose, pour voir ce qui se passe. Donc là il me dit que le coût ce sera le MSE, mean square error, et à chaque époque, qu'est-ce qui s'est fait? Donc j'ai un cross validation qui se fait automatiquement, alors c'est paramétrable, hein, j'ai dû prendre 10% je crois, et puis bah, je vois bien mon... les 10 premières itérations, bah, je suis passé de 0.21, 0.26 à quelque chose, un modèle qui a bien convergé vers la bonne solution. Alors là, on retrouve ce dont je vous parlais, mes fameuses matrices de poids. Hein, ma matrice en entrée à 135K, 4 caractéristiques. La première matrice de poids que je vais venir multiplier, elle a cette caractéristique-là. Et la deuxième, donc j'ai deux matrices. Et donc, on peut regarder tout de suite la fonction prédicte toute seule, elle va faire ça. Voilà, donc là, il me produit tout de suite mes prédictions. Et je vais les mettre ici, donner un nom en colonne. Voilà, puis là, j'ai fait un aperçu du fichier. Donc, la vraie valeur, c'est 5,1, il a prédit 5,04, 4,9. Donc là, ce que j'ai fait, c'est vraiment le mix 2. C'est pas de backpropagation, c'est le PSO qui a ajusté les poids tout seul. Alors, pour du big data, du vrai big data, je dirais au-delà de 100 000 enregistrements, ça me paraît gourmand en ressources quand même. Parce que concrètement, ça veut dire 50 particules, 50 réseaux de neurones, et chaque itération, chaque pas où ils vont converger les uns vers les autres, ça veut dire je refais 50 fois le calcul. Donc ça, un peu lourd. Mais là, je pourrais ne rien vous dire et vous dire, regardez, il n'y a que 150 enregistrements, on dirait un exemple de grande société d'édition logicielle qui vous montre toujours des choses qui vont super vite parce qu'il y a très peu d'enregistrements. Alors la classification, la même chose, j'ai toute la phase de préparation des données parce qu'il me faut mes deux matrices numériques. Voilà, donc ma matrice c'est quoi? Donc cette fois j'ai mes 4 dimensions et je dois prédire. Alors là, il n'y a pas les noms, mais on les verra après. Donc si c'est Setosa, puis je ne sais plus les deux autres. Donc j'ai mes deux matrices, l'une avec les poids, une avec les cas à prédire, et puis l'autre avec la réponse. Donc je vais entraîner mon modèle. Ah ben, j'aurais dû mettre le mode verbose, ça aurait été un peu plus... On l'a raté. Ah non, il a fini déjà. Je vais le refaire. Il faut savoir que quand on poste un package sur le CRAD, il teste et on a un temps très limité. Moi, j'ai utilisé les fonctions de parallélisation, mais dès le premier test, ils m'ont dit « Ah non, t'as le droit qu'à un cœur ». Donc il fallait que je revoie mes exemples. Après, il fallait qu'ils durent moins de 10 secondes. Donc je vous fais potentiellement des modèles pourris, mais j'ai que 4 secondes à chaque fois. Donc dans les exemples que je poste là, il faut que ça tienne dans le temps imparti. Donc là, même chose, j'ai entraîné avec le PSO. Hein, et donc là, c'est des vraies valeurs, et puis ce qu'il a prévu. Enfin, il fait quelques erreurs hein, quand même. C'est du vrai machine learning. Hein. Il est où mon résultat? Il est là. Et là, on voit qu'il fait quand même quelques erreurs. Là, normalement, c'est versicolore et il a prédit Virginica. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, c'est la fonction, l'exemple de A à Z, mais je peux vous montrer... Oui, il y a deux colonnes prédites. Il y a deux catégories de crédits pour la ligne 84. Pardon? Sur la ligne 84 des résultats, il y a le crédit dans deux catégories. Ah oui. Simultanément. C'est mon arrondi, ça. Je n'ai pas utilisé la fonction softmax, donc il y a deux probas qui sont supérieurs à... qui sont à combien du coup? Bah, si un aigu sont supérieurs à 0,5. C'est mis des sigmoïdes. Ouais, j'ai mis du sigmoïde. En fait, en gros, tu dis pas que quand tu mets pas de sigmoïde, du coup, tu considères que les probas sont indépendantes. Je vois qu'il y a... Ça fait du multilabel sans faire exprès, en fait.
C'est du multilabel, oui. J'ai pas utilisé la fonction softmax, hein, donc c'est vraiment chacune. Ouais, Ah bah non, en fait, ce sont, oui, complètement, la somme des probas fait pas 1. Ouais, donc t'aurais dû mettre la fonction softmax en fait, parce que dans tous les cas, t'es obligé. Parce que, alors, comme c'est du multiclasse, tu peux pas. Merci de faire les transitions pour moi, on va le faire. Parce que j'ai un exemple justement qui est dans manuel. Justement, là, dans mes exemples, donc il y a quand même une balise où on peut dire not run, donc ça veut dire quand je soumets le texte, le package à la validation, n'exécutez pas ça. Donc cela dure un peu plus longtemps. Donc qu'est-ce que j'ai mis comme... J'ai mon exemple avec la fonction softmax. Elle est là, il est là. Là, du coup, le fichier est préparé, c'est impeccable. Alors, je vais vous le commenter un peu. Hein. Là, ça veut dire quoi? J'ai créé mes deux matrices, les hyperparamètres. Ça va être entraîné avec le PSO. Donc, j'ai accès à la fonction que je souhaite. Je n'ai pas écrit celle-là, je l'ai créée, mais je peux en passer une complètement personnalisée. On pourra le voir dans un exemple après. Donc là, layer shape, j'ai dit il y aura une layer de 10 nœuds. J'utiliserai la fonction relue. Là, c'est pas la peine de remplir parce que c'est la sortie, donc il saura exactement combien il y a d'éléments. Je pourrais utiliser la drop-out, hein, voilà. C'est en gros faire apprendre un réseau de rebourré. C'est ça l'image. Hein, tu frises les poids. Voilà, aléatoirement, on lui enlève des poids et puis, du coup il apprend très mal, comme quelqu'un de bourré. Alors le nombre d'itérations, c'est combien des poids qu'il va faire. Et là j'utilise 50 particules. C'est ça. Et puis on va pouvoir comparer le résultat. Alors, du coup, je vais reprendre le code que j'ai mis juste avant pour faire la prédiction. Voilà, donc ça c'est mon nouveau modèle. J'ai qu'à exécuter ça a priori. Non, pas ça. Celle d'après, j'ai fonction prédiction. On va le refaire pareil. Hein. Donc on a entraîné le modèle. Il est actualisé ou pas? C'est la ligne combien? 84. Ah, exécute valeur. Donc là on a bien utilisé la softmax. C'est un parmi l'ensemble, alors que l'autre c'était du vrai multiclasse, multilabel possible. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer d'autres vu que je suis arrivé en retard, je ne vais pas non plus déborder sur le temps. Mais j'ai, si je ne mets pas d'hidden layer, j'ai de la régression classique ou de la régression logistique. Enfin, on fait ce qu'on veut. Donc c'est de la régression logistique au deep learning. Donc on rajoute des couches tout simplement en ce qu'on a vu tout à l'heure. Il suffit de dire virgule, le nombre de nœuds qu'on veut, la fonction d'activation, et voilà. Je vais quand même vous montrer l'auto machine learning, c'était un peu le but du jeu. Donc celle-ci, tout de suite aller chercher l'exemple. Petite classe, pourquoi pas. Là, je vais lui dire d'entraîner le modèle. Alors j'ai voulu que ce soit simple d'utilisation, donc j'ai initialisé tous les paramètres à une certaine valeur, donc c'est documenté dans l'aide. Donc là, je lui dis maintenant tu fais de l'auto machine learning, donc alors là, voilà, il fallait que ça prenne très peu de temps, donc je vais quand même faire. Je vais lui mettre 3 particules et puis 2 itérations, on va faire très petit. Et puis chaque réseau de neurones, je lui dis de ne pas dépasser les 10 itérations. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 itérations avec 3 particules. Donc il a essayé concrètement 3 jeux d'hyperparamètres différents. Et à l'itération suivante, il n'a pas trouvé le meilleur modèle. C'est-à-dire que celle qui avait trouvé un bon modèle, elle a bougé, elle s'est éloignée de son meilleur optimum. Donc il faut rajouter des... Je veux pas que ça... Je suis sur la batterie en plus, je ne veux pas trop charger ma machine, mais le nombre d'itérations, on va lui en faire avec 5. Quoique moi, on va dire que je fais 3 itérations, mais on va mettre plus de particules. Avec 6.
J'espère qu'il va trouver un autre meilleur modèle quand même. Non, c'est pas le meilleur modèle. Ça veut dire que, en fait, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait là? Ce que Androgy nous apprend, c'est que j'ai essayé 3 sets d'hyperparamètres aléatoires, et en convergeant, ben, j'en ai pas trouvé de meilleur. Enfin, il en a trouvé un, et il n'en a pas trouvé de meilleur. Alors, il faudrait rajouter des particules, rajouter des itérations. Ben, moi, je m'en sers, ça marche. Donc, ben, si vous voulez, maintenant, je peux vous parler de mon retour d'expérience sur la création d'un package. Si j'arrive à retrouver mon écran. Donc mon retour d'expérience, c'est que il faut les outils nécessaires, c'est RStudio qui facilite probablement la tâche quand même, puisqu'il vous dit vous créez un nouveau package et puis vous créez toute l'arborescence, le fichier de description, le namespace, là où vous irez ranger vos scripts R et là où vous rangerez vos pages dev. Donc je me suis aidé d'un blog là, qui est assez connu, Analytics Media, qui fait des posts plutôt intéressants. Et là, il dit comment j'ai créé mon package en 33 mouvements. Alors moi, j'ai tout mis dans un seul fichier, toutes mes fonctions sont dans un seul fichier R, et puis j'ai fait les fichiers RD, donc les fichiers dev pour chaque fonction. Et j'ai utilisé très peu de balises pour l'aide finalement. C'est quand on décrit ces items, il faut utiliser cette syntaxe. Quand on veut faire des liens à l'intérieur de l'aide, il suffit d'avoir ça. Pour sauter à la ligne, c'est /cr. Et pour lui dire n'exécute pas les scripts trop longs, c'est contrôle. Et après, il suffit de namespace de dire j'exporte, parce que j'ai une trentaine de fonctions, parce que chaque petit module du réseau de neurones a sa fonction, mais je publie les 3 principales que je vous ai présentées. Donc il suffit d'écrire ça dans le fichier namespace. Et puis, il vous génère votre package. Vous allez sur le... J'avais fait 1 et 2 étapes en gros. En théorie, il y a 2 étapes. Sauf que celle-ci, elle prend un peu plus de temps. C'est que donc, vous soumettez, vous recevez un mail de validation. Donc, si vous y arrivez du premier coup, bonne chance. Mais moi, j'avais une erreur, 4 warnings et 5 notes. Donc ça veut dire que vous ne passez pas la validation automatique. Alors, qu'est-ce que c'était? Pourquoi j'ai beaucoup galéré? C'est qu'à un moment donné, j'avais un caractère Unicode qui se baladait dans mon aide. Et ça me faisait un message d'erreur quand je générais le PDF. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est ça. Il y a un package qui fait de vos RD files tout PDF. Et il vous dit, à telle ligne, il est là le caractère. Là, je commençais à... J'avais un peu de mal. Donc une fois que j'ai réussi à générer mon PDF, c'est juste là-dessus que ça bloquait, et sur plein d'autres choses. Donc à chaque fois, il vous dit, please fix all problem and resume it. J'ai dû faire à peu près 10 fois. Après, quand vous passez le stade automatique, on vous dit bravo, hein, ça a été, vous avez passé la phase d'inspection automatique, maintenant il y a un humain qui va s'en charger. Entre-temps, je voulais être prêt pour le meet-up, il y a eu leur période de vacances, du 1er au 9 septembre, je me suis dit je serais jamais prêt. Et après, systématiquement, il y a eu des échanges de mails où ils me disaient, bon, alors là vous avez mis le titre sans majuscule, merci de mettre une majuscule à chaque mot, resoumettez. Et à chaque fois, il me disait quand même, est-ce que vous pourriez citer les références des auteurs, des papiers de recherche et compagnie? Et la question est revenue 3 fois, donc à la fin, avant-hier, j'ai fait un petit mail en disant, j'ai un meet-up, j'aimerais bien présenter mon package et qu'il soit téléchargeable. Et il m'a dit, oui, mais on aimerait bien les références que vous utilisez. Et là, j'ai expliqué, j'avais jamais lu un papier de recherche, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans les MOOC. Et puis il m'a dit, voilà, thanks, on its way to Prime. Et en fait, il avait appuyé sur le bouton entrée, c'était bon. Voilà. Mais donc, c'est pas. On voit beaucoup de gens qui râlent sur le process de validation d'un package R, ce qui est plutôt bien, hein, ça veut dire qu'il y a c'est l'université de statistique de Brandebourg en Allemagne, un gars qui a écrit des bouquins sur R, donc il connaît le sujet. Hein, et puis du coup, j'ai échangé un peu avec lui, et puis finalement, il va buter, c'est un gars bien. Oui, c'est bon. Voilà. Là, ça date d'hier en fait. Depuis hier, il était chargé. Merci. Merci parce que j'ai passé un peu de temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou devant la pizza parce qu'on est peut-être en retard. Non, on a le temps pour des questions avant les pizzas. Pour l'enregistrement, faut que tu répètes les questions. Oui, pas de souci. Pas de souci. Si vous me posez une question, je réponds.
En fait, j'en ai deux, mais je vais peut-être en poser qu'une pour laisser un peu plus de temps aux autres. Sur du coup, c'est ce qui se substitue à la backprod. Oui. Si je suis bien, on fait cet algo pour chaque couche. On applique cet algo de Swarm pour chaque couche, enfin pour les poids synaptiques de chaque couche. Alors, la question c'est est-ce qu'on applique la fonction pour chaque couche? Concrètement, toutes les matrices de poids sont mises en ligne, ça devient un vecteur, et ça c'est dans une particule. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est le réseau, quand je fais bouger ma particule, c'est tous les poids qui bougent en même temps. D'accord. Donc, du coup, ça résout le problème du gradient vanishing sur des réseaux plus profonds. Alors j'ai juste dit oui, j'ai pas répété la question. Ça résout. Je dis quoi du coup? C'est C'est super pas une bien. question, c'est une affirmation. Voilà, parfait. Ça résout le problème du gradient vanishing. Alors ça c'est la batch normalization qui le résout. J'ai laissé quand même la batch normalization dans le... Ah ok, d'accord. Je l'ai laissé. D'accord. Alors j'ai essayé avec et sans, j'ai encore pas fait beaucoup d'expériences. Mais s'il y en a parmi vous qui veulent jouer avec, n'hésitez pas. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez à l'esprit d'étendre ce fonctionnement aussi et pour tout ce qui est optimisation et réduction de l'overfitting? Alors quelque part, ce genre de choses, est-ce que c'est la prochaine étape? Et si oui, comment elle s'appliquera avec ça, étant donné que ça forcerait du coup à avoir deux PSO qui prendraient tous les deux les mêmes arguments, à savoir les hyperparamètres, plus dropout, et du coup comment les synchroniser tous les deux et comment avoir deux optimums à la fois sur à quel point on fit les données, mais à quel point on arrive à ne pas les overfit et les overfitter. Enfin, je ne sais pas si ma question est très claire. donc, alors je vais essayer de la reformuler. Donc le premier point c'est l'overfitting. Comment je le gère? Alors déjà je le gère quand je teste différents paramètres, j'ai un cross-validation quand même dans un coin, et quand je les note entre eux pour dire que celui-là est meilleur que l'autre, je prends la performance du train et l'écart et je lui enlève. Enfin, c'est ce que je fais aussi dans mon 5P100, dans mon ensemble de scripts. Je plombe toujours celui qui apprend bien, mais je le plombe avec l'écart qu'il y a entre le... Voilà. Par contre, alors, pour répondre à la question comment je fais pour l'overfitting, ce que AndroNG nous apprend, déjà la première étape, c'est de chercher l'overfitting et ensuite de régulariser. Donc, je réponds très bien à la première étape, qui est d'essayer d'apprendre le plus possible. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire dans ce qui est assez des fois répandu, c'est pas en rajoutant des couches et des neurones qu'on apprend bien, c'est déjà en ajustant le learning rate. D'ailleurs, moi, j'ai très rarement utilisé plus de 2 couches de neurones. Et puis par défaut, je crois que j'en mets 10. Pas des couches, mais je mets une couche avec 10 neurones. 10 neurones de sortie. L'overfitting. J'avais mentionné aussi la question du dropout. C'est quelque chose qui est pris en compte. Alors le dropout, pour l'instant, je ne l'ajuste pas avec le PSO. D'accord. Voilà. Ce que j'ajuste avec le PSO, c'est le learning rate, la taille du mini-batch, le momentum, enfin la optimization momentum ou le RMS, et un autre. Ouais, ça c'est l'ensemble, c'est mon bêta 1, bêta 2 là pour learning rate decay, je ne l'ai pas encore mis non plus parce que ça je l'aurais quand même encore un peu la main. Et j'ai dit que j'économisais 80% du temps de modélisation, pas tout le temps de modélisation. Mais déjà je trouve ça assez énorme de pouvoir se retrouver, le learning rate est choisi, la taille du mini batch. Dans l'exemple que je donne cette fois je fais quand même de la backpropagation, j'ai pas trouvé tout seul que le learning rate c'était 0,01, la taille du mini batch c'était 4. C'est ce qui donne les meilleurs résultats. Au début j'ai essayé à la main, non j'ai utilisé mon AutoML, j'ai lancé des particules, il m'a dit c'est celui-là le meilleur résultat. Mais c'est une première version et j'aimerais bien rajouter des choses. Ce que Henri Laude, donc, que j'ai rencontré au salon Big Data, m'a suggéré tout de suite, là, donc il m'a répondu aujourd'hui, il m'a dit j'aimerais bien en parler dans le prochain livre que je ferai. Et il m'a surtout dit est-ce que tu peux me récupérer des matrices de poids générées par Google, enfin, en gros faire du transfer learning. Je l'ai la partie apprentissage de ça, qui a été appris par Google avec des millions d'images, et puis juste rajouter les étapes de différenciation. Ce qui est super facile à faire dans ma fonction de prédict, déjà je lui dis tu me renvoies la deuxième couche ou la troisième couche, pas forcément la dernière.
quand je fais de l'auto-encoding. Donc il y a dans les paramètres du predict, renvoie-moi la couche intermédiaire. Donc si je veux faire de l'auto-encoding, c'est pour ça que moi j'ai investi du temps sur les réseaux de neurones, c'est que c'est quand même à la base de tout et je m'en sers pour beaucoup de choses, notamment l'auto-encoding, quoi, le supervised feature learning, quoi, la réduction de dimensionnalité, mais aussi la réduction du bruit, enfin beaucoup de choses. Il y avait combien de données? Pardon? Combien de données pour 150 par classe ou 150? Ah bah alors combien de données pour entraîner, ça dépend de quoi. Ah là, il n'y a rien, là, c'est Iris, c'est 150 enregistrements. Par classe ou au total? Non. Il y a 50 enregistrements par classe. Voilà. Ça marche. C'est ce qu'on voit dans la matière. Oui. C'est pour ça que moi je considère, si j'optimise sans la backpropagation avec le PSO, je pense que je dois créer un weak learner, quelque chose qui apprend bien sur quelque chose de facilement modélisable. Mais je pense que si j'avais beaucoup d'enregistrements, déjà c'est trop gourmand en ressources. Donc c'est pour ça que j'ai mis expérimental. Mais il n'empêche que sur Iris, sur le Titanic, et sur des petits jeux de données, j'ai un client là qui avait 4000 enregistrements, ça a marché super bien. Et je suis pas à une heure ou deux près. Moi, mon ensemble de paramètres, maintenant, mon package AutoML fait partie de tous les paramètres. Comme le XGBoost, il a sa petite case et je l'active ou pas. Et je dis, bah vas-y, essaye ça. J'ai répété la question. Du coup, au niveau des temps de calcul, tu l'as dit, l'idée c'est de gagner 80% en temps de fitting de paramètres. Après, c'est vrai que si jamais tu perds beaucoup en temps de calcul, c'est pas forcément hyper rentable. Est-ce que déjà par rapport à une technologie comme TensorFlow sous Python, est-ce que tu es beaucoup plus lent, pas beaucoup plus lent? Et ensuite, est-ce que tu as implémenté des fonctions de parallélisation ou des morceaux de code en C pour accélérer un peu le truc derrière? Alors, il y a plein de questions. Hein. Je vais peut-être les prendre dans l'ordre inverse. Est-ce que j'ai optimisé alors moi, ce que je m'étais fixé comme cahier des charges, en gros, c'est d'utiliser d'autres packages. Donc, c'est from scratch. C'est que du R. Et il y a juste le package de parallélisation, mais il est dans Airbase maintenant. Et puis, il y en a deux autres, mais qui sont inclus dans Airbase. Donc, il n'y a pas de package supplémentaire à charger. Je me suis fait ma propre fonction de ce qu'en ONG appelle broadcast. Hein. C'est que comme Python, vous avez une matrice, puis d'un coup vous vous retrouvez avec une matrice qui n'a plus qu'une colonne, il va convertir ça c'est un vecteur. C'est plus les mêmes méthodes, c'est plus tout ça. Donc moi je dis toujours, dans l'attention, on travaille sur des matrices, ça doit rester une matrice. Donc rien ne m'empêche plus tard d'utiliser une bibliothèque graphique pour faire mes produits matriciels. Pour l'instant, donc je fais la parallélisation. Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont Windows, ça ne marche pas. C'est que Linux et Mac. Cette fonction est native. Il aurait fallu que j'utilise le package. Il y en a un autre. Moi, j'ai utilisé Parallel, c'est natif, c'est Linux. Ça marche bien. Bon, alors, la première question, c'était l'optimisation du code. Donc, c'est tout du R. Il n'y a pas de C. Je peux faire C, c'est une bonne raison. Donc, l'autre question, c'était. Par rapport à TensorFlow, tu te situerais comment en termes de performance? Quel sim? En termes de performance, alors si on parle de performance, pour l'instant, TensorFlow, c'est très récent aussi, l'AutoML, ça vient de sortir, c'est en train de sortir. Les hyperparamètres, il faut encore se les taper à la main. Moi j'utilise Keras comme front. Donc je vais intégrer dans mon ensemble de scripts 5P100, parce que justement, quand je mettais au point la batch normalization, j'avais besoin de savoir si j'étais pas en train de me tromper. Donc je me suis dit, tiens, je vais comparer. J'ai jamais à rougir J'ai essayé, j'avais un client qui avait 70 000 clients, donc je travaillais avec 70 000 enregistrements, beaucoup de variables, de features. Peut-être que j'ai été une mauvaise foi, j'ai pas trop optimisé les paramètres avec Keras, mais les performances, j'étais meilleur avec je l'appelle Android Engine, moi, mais réseau de neurones. Je pensais plus en termes temporels. Temporel, alors ce serait faux de dire que je suis meilleur que lui, je n'ai pas installé les optimisations carte graphique. Donc finalement, il utilise les processeurs, il faudrait comparer ce qui est comparable. Enfin, en tout cas, ça va. R, d'ailleurs, depuis la version 3.5, a des super temps sur les calculs matriciels. Donc, R n'a plus à rougir de là où on l'attaquait souvent sur les performances. C'est plus vrai. Et puis, de toute façon, ce qui fait gagner beaucoup de temps, c'est le learning rate et le mini-batch. Ça, c'est juste énorme. C'est le mini-batch qui fait passer de jours à des heures. Et à la quantité de mémoire que ça consomme. Il y avait une autre question? Non, merci. Si l'implémentation
Eh ben, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps que R était en train de... Ah, pardon, la présence de... Alors c'est quoi la question finalement? Comment on fait pour l'implémenter? Il y a un programme à R, est-ce que c'est compatible avec ce qui est Ah, l'implémentation de R, ah, ben alors, là je peux vous raconter justement chez Léo. Là. Donc j'ai installé on-premise, donc j'ai installé ma solution. Vu que j'utilise par moment Keras pour les réseaux convolutionnels et les réseaux classiques, je n'ai pas encore implémenté les récurrents. Alors je me suis retrouvé avec le service sécurité, donc R c'est facile, ils m'ont dit dites-moi de quelles ouvertures vous avez besoin vers l'extérieur. Donc j'ai dit bah CRAN, c'est tout. Donc j'ai installé R, j'ai un script qui m'installe les 10 packages dont j'ai besoin. Et arrivé à Keras, il faut installer Anaconda, qui est Python derrière. Et après, on n'a pas réussi à l'installer en 2 jours. Parce qu'à chaque fois qu'on lançait le script, il avait besoin d'une URL. Il allait chercher quelque chose. Donc c'était bloqué par la sécurité en interne. Donc il fallait attendre 2 heures que la sécurité ouvre le port et l'URL. Et c'était reparti. Et on s'est arrêté au bout de 10. Au bout de 10, on a dit bon, stop, j'ai pas besoin de Keras. Donc moi je me sens très bien que. Sur Keras, quelque part, vous choisissez combien de couches vous allez mettre, vous choisissez votre learning rate, pareil, hein. C'est des maths implémentées, pareil. Donc c'est un programme totalement différent, c'est pas lancé dans un autre programme. Ah non, c'est du R. Ok. Mais par contre, quand je coche la case Keras, moi, si je veux l'utiliser pour un client, dans ce cas, j'utilise l'API. J'ai installé Anaconda et je crois que j'ai encore oublié de répéter la question. C'est pas grave si tu répètes pas tout le temps. Donc l'implémentation de R, moi je trouve, donc oui, c'est ce que je disais, il y a un article qui est paru qui disait que les entreprises adoptent de plus en plus R. Et moi je le vois chez les clients, puisque ça leur pose pas de souci que ce soit sous R. Alors effectivement, les data scientists qui sont plus jeunes que moi. C'est quelque chose à part sur l'AS. C'est un programme à part, il n'est pas intégré dans un programme. C'est un programme qu'on lance, oui. C'est pas lancé à partir de leur ensemble d'outils. Alors ils vont les lancer via un ordonnanceur. Moi, en gros, pour entraîner un modèle, donc là je parle plus d'AutoML, je parle de ma solution, c'est une donne une ligne de commande en gros. Ah, d'accord. C'est une ligne de commande qui est lancée, R se lance, il prépare mes features, il fait la segmentation automatique, il les sélectionne, il choisit les meilleurs modèles avec le PSO, ça c'est sûr, maintenant je fais ça. Et après derrière je combine mes modèles et c'est prêt. Et si jamais ils veulent juste scorer, ils me posent le fichier à un endroit, ils disent option 2 scorer, et c'est parti, c'est score. Quand je disais que c'est tout de suite prêt pour la production, R s'y prête très bien. Alors j'utilise R serve pour créer mes API. Voilà. Merci.